Chers téléspectateurs, merci d'avoir choisi Télé Tchad. Aujourd'hui, les belles lettres vous amènent une fois de plus à la découverte d'une écrivaine. Elle n'est pas nouvelle, elle est ancienne d'ailleurs parce qu'elle est déjà passée plusieurs fois sur ce plateau. Elle s'appelle Clarisse Nomay. Elle vient de publier un recueil de nouvelles qui s'appelle Prisonnière. Le livre est édité aux éditions Salon des Belles Lettres, c'est en 2020 ici. Bonjour, Bonjour. Madame Clarisse. Bonjour. Voilà. Je précise que vous êtes originaire de Yomi, au sud du Tchad, et vous avez une maîtrise en droit privé, obtenue à l'université de Ouagadougou, et un master en Project Management de Keller Graduate School of Management de Houston, aux États-Unis. Vous avez travaillé pendant plusieurs années dans des organisations, avant donc de devenir maintenant avocate au barreau du Tchad. Vous êtes auteur d'un roman, L'amitié sans frontières, d'un recueil de poèmes, Femmes tchadiennes, femmes de toutes parts, et d'une nouvelle, Marie se mariera au paradis, qui est paru dans le recueil collectif Charivari. Vous venez encore de publier donc le recueil Prisonnière, suivi de Chroniques de Tamti. Voilà. Vous êtes actuellement donc présidente de l'association des écrivains tchadiens. C'est un honneur de vous recevoir sur notre plateau. C'est un plaisir pour moi aujourd'hui d'être là aujourd'hui. Voilà. Nous allons nous focaliser sur la nouvelle Prisonnière parce que c'est celle qui a retenu beaucoup mon attention de lecteur. La structure de la société de Tamti est fortement patriarcale. Donc la femme, quand bien même elle n'a pas la parole, elle n'a pas aussi de place dans cette société-là, comme il le fallait. Mais quand il s'agit de s'occuper des enfants, de s'occuper de la famille, on fait recours toujours à elle. Alors, est-ce dire que la femme de Tamti, la femme tamtienne, donc comme vous appelez ce néologisme, a seulement des devoirs mais pas des droits? Non, en fait, la femme de Tamti a une place particulière dans cette société-là. C'est elle qui s'occupe de tout ce qu'il y a comme corvée dans la maison. C'est elle qui est conçue comme celle-là qui doit assurer la progéniture d'une certaine famille. C'est elle aussi à qui incombe la responsabilité, ou du moins la stabilité économique et la stabilité plus ou moins sociale de sa famille. Donc, on ne lui accorde pas l'attention comme étant un être humain à part entière. On la considère simplement comme une personne qui doit être là au service des autres, principalement au service de son mari, au service de sa belle famille et au service de ses enfants. Voilà la place qu'occupe la femme tamtienne dans mon recueil. Ok. À vous lire donc, on a comme l'impression de suivre un procureur de la République énoncer de longues réquisitions contre un accusé qui serait dans la société, ou plutôt comme une avocate qui est en train de défendre un collectif de femmes. De quelle manière on voudrait savoir votre profession d'avocate influence-t-elle votre écriture? Non, je crois que c'est la deuxième fois qu'on me pose la même question. Avant, quand je n'étais pas encore avocate et que je passais sur les plateaux pour parler de mes romans, ces questions ne venaient pas. Mais je crois que l'on veuille ou pas, quand on écrit, notre style traduit notre quotidien, ou bien notre profession laisse des empreintes dans nos écritures. Je crois que quelque part, peut-être que ma profession d'avocate a eu des influences sur le style abordé. Mais par contre, les questions de femmes, les questions du statut de la femme, les questions des problèmes de la femme, je l'ai toujours évoqué avant même d'embraser la profession d'avocate. Ok. La nouvelle donc qui nous concerne maintenant, Prisonnière, pose entre autres problématiques la question de la polygamie à l'ère du VIH. Alors, le personnage, vous l'appelez Ninto? Oui, Ninto. Ninto, voilà. Elle est comme, selon vous, une victime innocente des travers de la société. Exactement, et je crois que bon, peut-être maintenant il y a d'autres maladies qui sont venues, et donc on essaie d'oublier
plus ou moins le VIH. Mais à l'époque où le VIH, SIDA sévissait dans notre société, les foyers polygames étaient les plus exposés. Parce qu'il suffit que le monsieur contracte la maladie pour que toutes les femmes et toute une génération d'enfants soient donc affectés par cette pandémie-là. Donc aujourd'hui, Nento, dans cette histoire-là, se trouve victime innocente. Puisqu'elle était là, elle était la première épouse même. Et après, son mari est allé épouser une autre dame qui était déjà séropositive. Et donc a contracté la maladie et est venue infecter la pauvre dame à la maison. Donc voilà l'inconvénient de la polygamie. Je ne dis pas forcément que ce n'est pas la polygamie que le VIH s'introduit dans une famille, mais si l'un des conjoints ne prend pas des précautions et puis s'expose, la pauvre dame ou bien le monsieur qui est resté là tranquillement dans le foyer subit donc les conséquences de ce comportement irresponsable à la limite du monsieur ou de la dame. Ok. Alors, Nento donc a commis un crime et par conséquent s'est retrouvée derrière les barreaux. C'est ce qu'on lit dans cette nouvelle. Elle est condamnée pour tentative d'homicide volontaire, comme vous l'appelez souvent, parce qu'elle a voulu brûler vif son époux et sa coépouse en déversant donc sur eux le contenu d'une marmite d'eau bouillante pour une question de pain. C'est ce qu'on lit. Alors, Nento était donc maltraitée. Ça, c'est une évidence parce que c'est vraiment horrible ce qu'elle a vécu dans votre nouvelle. Mais commettre un crime de cette nature, est-ce que c'est justifiable, Clarisse? On ne se fait pas soi-même justice. Je crois que celle qui était en face, celle qui discutait avec Nento a failli lui faire comprendre cela. Est-ce que c'était la meilleure solution? Est-ce que c'était la meilleure solution de donner une leçon de cette façon-là à ces personnes qui t'ont fait souffrir? Elle a failli lui dire ça, mais elle s'est retenue. Mais au fond, c'est ça la pensée. C'était pas la meilleure façon, mais elle est arrivée à ce niveau-là parce que tout autour d'elle, personne ne répondait à ses souffrances, personne ne la comprenait, personne ne prenait le temps pour lui demander qu'est-ce qui ne va pas, comment tu vas. On lui imposait juste des choses à faire, on la maltraitait, on la méprisait. Pour elle, elle est devenue seule dans la société. Et donc c'est à elle de prendre maintenant, et ça, je crois que parfois ça arrive quand on arrive à un niveau où on est dans une impasse. Et on se dit, on n'a rien à gagner, ni à perdre en commettant n'importe quoi, on ne réfléchit plus. Tout ce qui traverse l'esprit, on le fait. Et on le commet, malheureusement, dans ce cas-là, elle a commis plus ou moins un meurtre. Ces personnes-là, on ne sait pas s'ils vont vivre parce qu'on ne sait pas ce que la suite de l'histoire nous dit. Ok. Alors, imaginons que Nento donc faisait de vous, on imagine, faisait de vous son avocate pour la défendre le jour de son jugement. Quels arguments solides inventeriez-vous pour la défendre, Clarisse? Alors là, vous voulez que j'enlève ma tenue d'écrivaine pour embrasser celle d'avocate? Quand vous prenez par exemple quelqu'un qui a commis un crime, ou bien un acte répréhensif, on remonte au passé de la personne. On remonte à la vie de la personne pour comprendre le personnage, pour comprendre ce qui peut pousser quelqu'un à commettre un crime ou bien ce délit-là. Et ça fait partie, peut-être ça fait partie des stratégies de l'avocat, mais ça fait partie aussi de ce que le juge doit prendre en compte pour pouvoir condamner telle ou telle personne. Donc, dans le cas d'espèce, si on prend du recul, on va étudier le personnage. La petite fille qui est mariée à 15 ans, qui a subi de ces choses, qui après retrouve une coépouse, qui la traite comme une esclave, son mari qui s'en fout complètement, elle se dévoue au champ pour pouvoir produire ce qui revient à la famille, et après elle se sent abandonnée parce que monsieur donne 3/4 du résultat à sa coépouse qui n'a rien fait et lui donne simplement 1/4 pour sa survie et autres. Donc vous voyez un peu, on doit prendre tout ça en compte pour pouvoir juger une personne. Je ne dis pas que le crime est pardonnable, je ne dis pas que le délit est une bonne chose, non. Mais parfois, la société ou bien l'environnement pousse des personnes à commettre un certain nombre d'actes. Donc, pour juger ou pour pouvoir défendre la personne, on doit prendre tout cela en compte pour pouvoir
déterminer le sort de cette personne-là. Par le passé, la société africaine accordait beaucoup plus d'importance à la première femme. Parce que quand il s'agit de faire quelque chose, on fait toujours recours à elle. Mais dans le cas de votre nouvelle, vous nous faites comprendre que la société a changé. La société a changé parce que de plus en plus des hommes deviennent irresponsables. De plus en plus des hommes sont entre la tradition et le modernisme. Et du coup, ils ne savent même pas ce qu'ils veulent. Ils veulent en même temps continuer, prendre certaines parties de la tradition qui les arrange et de la modernité qui les arrange. Mais du coup, ils sont complètement perdus. Dans le cas d'espèce, si Nento étant la première épouse, effectivement, c'est elle qui devait être consultée en premier, c'est elle qui devait recevoir toutes les considérations avant les autres. Et c'est comme ça que je crois que la polygamie a marché dans notre société avant. Mais de nos jours, quelqu'un va prendre une première femme, après il va trouver une peut-être plus, plus moderne, ou bien à son goût, et donc méprise la première femme. Et ça, c'est une injustice. Et je crois que là, on est en train de se demander où est-ce que nous sommes en train de partir. Est-ce que nous sommes dans le modernisme, est-ce que nous sommes dans la tradition? C'est à vous de nous dire. Un amalgame de tout. Un amalgame de tout. Et nous sommes complètement perdus. Les enfants sont perdus, les femmes sont perdues. Les hommes veulent bien rester dans la polygamie. Bon, si on veut bien rester dans la polygamie avec eux, d'accord. Mais respectez au moins l'ordre, respectez tel que la polygamie a été appliquée par vos parents. Et là où ça marchait. La gestion donc des personnes vivant avec le VIH n'est pas aussi perdue de vue par votre narratrice. Quelle irrégularité avez-vous remarqué qu'il faille peut-être corriger aussi bien du côté des structures sanitaires que du côté des malades eux-mêmes et de la société en général? Bon, je ne suis pas du domaine de la santé, j'ai relaté une partie de ce que je connais un peu, comment ça se fait, la distribution des ARV, les tests et autres, quand les gens arrivent dans certaines communautés ou bien dans certains centres de santé. Je ne sais pas si dans la pratique est telle que je l'aurais souhaité, j'ai décrit dans ma nouvelle, là, je souhaiterais que les gens prennent le temps pour discuter avec les malades qui viennent vers eux. Comme ça, on comprend la philosophie de la personne. Et peut-être on se dit, est-ce que la personne va suivre les consignes données ou pas? Comment est-ce que la personne est arrivée là? Et quand c'est comme ça, vous mettez en confiance le malade. Et puis la personne se dit, ok, ben, j'ai eu une oreille attentive, quelqu'un qui se soucie de moi, qui se soucie de mon état de santé, en dehors du produit que la personne là est en train de me remettre. Je ne sais pas s'ils le font, je ne suis pas du domaine médical, mais vivement, s'ils ne le font pas, ce serait une bonne chose qu'ils discutent avec les malades, comprennent leur état d'esprit. Il arrive des fois où c'est malheureusement le personnel même de santé qui est à l'origine de on appelle ça, la stigmatisation des personnes vivant avec le VIH, parce que c'est eux qui révèlent leur état sérologique en dehors. Alors je me dis, est-ce que ce sont vraiment un personnel de santé? Est-ce qu'ils font partie du personnel de santé, le secret médical? Qu'est-ce qu'ils en font? Ils sont les premières personnes à protéger ces personnes qui viennent vers eux et se livrent à eux. Donc moi je me dis, quelque part, ils violent le secret médical et c'est pas normal. C'est à eux de protéger ces personnes vulnérables. Déjà c'est très difficile de vivre dans notre société avec ce genre de maladie. Vous voyez, même avec le coronavirus, il y a des personnes qui sont rejetées par leur famille. Le titre du recueil Prisonnière marie avec la pensée suivante que j'ai trouvée à la page 26 de votre livre, je cite: « Notre condition de femme était synonyme de prison dans ce merveilleux pays. Le comble, c'est que c'était nous les femmes qui avons bâti ces prisons et les hommes en tiraient le plus grand bonheur. » Madame Clarisse, n'êtes-vous pas d'accord avec votre narratrice à ce point-là que les femmes se sont fait prendre dans leur propre piège? Oui, non, je suis d'accord avec elle en fait, la narratrice. Pour la simple raison que si vous voyez bien, dans notre société, c'est la femme qui est l'ennemi de la femme. Et les hommes en profitent. Puisqu'on les laisse se battre entre elles, et nous, quand ça nous arrange, ça nous arrange. Jusqu'à ce que peut-être on vienne un jour commencer à s'entendre et puis battre l'homme. La femme dans la société telle que je décris la société, le pays Tamti, oui, n'aime pas forcément le bien-être de l'autre femme. Vous allez voir, par exemple, il y a une femme qui est là dans son foyer, s'entend bien avec sa femme, avec son mari. Ça attire
la jalousie, par exemple, de ses belles-sœurs, qui peut-être n'ont pas de foyer stable ou bien ne sont pas mariées, ou simplement se disent que celle-là... Elle est venue les envahir. Non seulement elle est venue les envahir, elle profite du bien-être, elle est confortable, alors que moi, je suis en train de me battre. Alors que son frère n'a même pas de problème. Si encore son frère était malheureux, on comprendra. Donc, pour la simple raison que l'autre est bien, enfin, entre griffes, hein, parce qu'elle ne sait même pas ce qui se passe là, mais de prime abord, elle pense qu'elle est mieux qu'elle, elle en fait une ennemie, elle va créer des conditions pour lui rendre la vie difficile. Ou par exemple, une femme est à la maison, le mari sort, comme ce qui se passe dans notre société souvent, avec une autre femme. Celle-là qui est à la maison, la pauvre là, devient l'ennemi de toute une famille. Tout simplement parce qu'on voudrait que la fille, celle qui est aujourd'hui pressentie comme deuxième femme, du moins la prochaine femme, la remplace là. Et donc, la pauvre devient une ennemie de toute une famille ou de tout un groupe de personnes qu'elle ne connaît même pas. Pour la simple raison qu'on convoite sa place. Et on lui crée des problèmes. Et on n'exclut pas les histoires de maraboutage, des petits trucs qu'on fait pour simplement nuire à une personne innocente. Tout simplement parce qu'on pense qu'elle est très bien et qu'on doit la nuire. Voilà pourquoi je dis que la femme, dans notre société, est l'ennemi, dans la plupart des cas, de la femme. Et une autre forme de prison que vous avez relevée, c'est la prison spirituelle du mari. En quoi ça consiste? En fait, quand vous voyez bien dans notre société, et je crois que c'est un peu ça la société patriarcale, lorsque vous épousez un homme, vous êtes censé épouser tout ce qui le concerne, y compris la religion qu'il pratique. Si le monsieur est musulman, dans la plupart des cas, on vous oblige à être musulman. Si le monsieur est catholique et que vous êtes protestant, on voudrait que vous deveniez catholique. Si vous êtes catholique et que le monsieur est protestant, on vous oblige à devenir... Suit son mari dans tous les cas. Et dans les pires des cas encore, là encore c'est la religion, on va dire que c'est Dieu, c'est spirituel, on ne voit pas et les pratiques, peut-être c'est des pratiques qui diffèrent et autres. Mais parfois on vous amène à faire des pratiques que vous n'avez jamais rencontrées dans votre vie. Genre, vous devez bouillir cette racine, vous devez faire des pratiques à 4 h du matin pour la survie du monsieur et tout. La femme est obligée, et on te dit que c'est pour le bien-être de ton mari, et donc tu es obligé de suivre ces genres de pratiques. Donc c'est ce que j'appelle la prison. On ne demande pas la vie de la femme, c'est pour cela que j'appelle ça une prison spirituelle. Si encore on demandait ton avis et que, je ne sais pas, pour une raison ou pour une autre, tu es d'accord de suivre ces pratiques-là, ou de suivre telle ou telle religion, mais ça c'est ton choix. C'est normal que l'être humain change en grandissant, ou bien en changeant de statut. Mais on ne demande pas, on t'impose cela. Et on voudrait que tu le suives sans débat. Et on voudrait aussi que tu te taises par rapport à cela concernant tes enfants. Ils sont censés suivre ce que leur papa fait. Et quand on essaye d'enseigner autre chose aux enfants et autres, parfois les conflits naissent. Donc c'est ce que j'appelle la prison spirituelle. Ok. Fort donc de toutes ces prisons qui sont donc érigées dans la vie des femmes tamtiennes, la narratrice demande aux femmes de réfléchir par 2 fois avant de demander peut-être à Dieu de leur donner des enfants filles. Mais la tendance n'est-elle pas plutôt contraire dans la réalité? Parce que vous les femmes, la première chose que vous voulez c'est d'abord avoir une fille. Oui, mais parce que quand elle est toute petite, c'est mignon, c'est beau à voir. Oh, les tresses, les belles robes, ça fait plaisir. Mais après, tu te dis, dans 20 ans, dans 30 ans, quand cette fille sera femme, est-ce qu'elle sera épanouie dans cette société dans laquelle moi je vis aujourd'hui? Moi, je ne suis pas épanouie, je suis cette prisonnière-là. Je n'ai pas droit à la parole, je n'ai pas le droit de m'épanouir, je n'ai pas le droit... Il faut que je me batte pour beaucoup de choses. Mais cette fille que j'ai toujours souhaité avoir, est-ce que dans 30 ans, je lui ai rendu service en demandant à Dieu de me donner une fille? Est-ce que ce serait une femme épanouie? Est-ce que c'était pas égoïste plutôt de ma part d'avoir demandé à une fille, d'avoir demandé à avoir une fille qui souffrira demain? Voilà, c'est pour cela que... C'est une grosse question. Oui. Alors, à la page 24 aussi, on trouve une autre pensée que je vais lire. Les femmes à Tamti vont en mariage comme si elles vont en guerre. On va chez un homme pour se battre, pour le garder.
non seulement les femmes sont en prison, mais elles sont aussi en guerre. La guerre contre quels ennemis, Clarisse? Bon, j'avais déjà cité quelques ennemis, les concurrentes et autres, belles-sœurs d'autres. Mais vous voyez, dans la plupart des familles, lorsque vous allez vous marier, on va vous dire, vraiment, c'est une bonne opportunité que tu viens d'avoir. C'est un homme. Lorsque tu vas aller là-bas, il va tricher. Il va sortir avec d'autres femmes. Il va faire ceci, il va faire... Il est de ta responsabilité de te battre pour pouvoir le maintenir à la maison. Donc, crée-lui toutes les conditions pour qu'il soit à l'aise et pour qu'il continue à te traiter. Ne regarde pas trop ce qu'il fait dehors. L'essentiel, c'est que tu sois là, il te garde là à la maison, il te donne à manger, il met un toit sur toi. Ne réclame pas autre chose. Donc, toi, tu vas là-bas avec cet esprit-là, de te battre pour garder ton homme, de te battre pour... On ne va pas en mariage pour se battre. C'est parce qu'on a rencontré quelqu'un, on s'est entendu, et on se dit qu'on va partager notre quotidien, qu'on se marie. On ne va pas en mariage pour se battre pour garder. Mais alors, pourquoi les hommes ne se battent pas pour nous garder? Pourquoi c'est nous qui devons nous battre pour les garder? Alors, c'est pour cela que moi, je dis que la femme de Tamti va en mariage comme elle va en guerre. Elle ne va pas en paix. Le mariage est une guerre. Oui, pour ces femmes-là. Ok. Alors, Madame Clarisse, s'il y avait peut-être une sorte de plaidoyer à faire aux hommes, donc, puisque c'est eux qui sont les responsables des malheurs que rencontrent les femmes dans les foyers, en particulier, et la société tamtienne en général, dans le sens de l'amélioration peut-être des conditions de la femme, quelles seraient ces suggestions-là? On va en mariage parce qu'on a trouvé quelqu'un avec qui on voudrait partager sa vie. Donc si on va avec cet esprit-là, ça va être une relation, je ne dirais pas égal à égal, mais toujours est-il que c'est une relation dans laquelle il y a le dialogue, vous discutez des choses qui marchent, qui ne marchent pas, la communication est permanente, vous vous traitez avec respect et considération, réciproque. Vous vous regardez en tant qu'être humain. Je veux ton bien, tu veux mon bien. Nous mettons tous ces biens-là ensemble pour pouvoir grandir ensemble. Voilà, c'est comme ça que je vois une relation entre hommes et femmes. Deux personnes qui souhaitent se mettre ensemble. Ce n'est pas une relation de compétition ni de concurrence. Personne ne gagne dans un mariage. Personne ne gagne dans une relation. C'est une relation gagnant-gagnant. Et si nous mettons nos forces ensemble, nous grandirons ensemble. Alors, et si nous amenions Tamti, par exemple, au Tchad comme chez nous, aujourd'hui où il y a beaucoup de mouvements en faveur de l'émancipation de la femme, même dans les fonctions nominatives, on leur accorde un certain quota, etc. etc. Est-ce qu'on ne va pas dire que peut-être dans 10-20 ans, cette manière de faire à l'ancienne là va peut-être changer? Les textes, les lois, ça c'est des papiers, les intentions sont bonnes, mais l'application est très très importante pour que l'on constate une certaine amélioration de la société tchadienne. Je ne sais pas si c'est parce qu'on a accordé 30% à quelqu'un que l'on a amélioré sa condition de vie. Non, il faut éduquer la personne, il faut que les deux soient éduqués pour pouvoir se considérer, comme je l'ai dit là, comme être humain, simplement. Dans ce cas, après, on n'aura même plus besoin de pourcentage. Les choses vont venir d'elles-mêmes. Si on traite les filles de la même manière qu'on traite les garçons dans les familles, leur donner des possibilités pour pouvoir s'éduquer et autres, on n'aura même pas besoin de pourcentage pour que les filles aient une certaine place. Elles vont elles-mêmes gagner cette place. Elles vont gagner, généralement, parce que vous voyez, les filles, quand elles sont concentrées sur l'étude, là, elles brillent jusqu'à ce que les garçons viennent les perturber. Mais quand elles sont concentrées, elles s'en sortent, elles réalisent de très bonnes choses. Donc si on les met dans ces conditions-là, on n'aura même pas besoin de pourcentage parce que moi, ces pourcentages-là m'inquiètent. On va mettre des personnes qui ne sont pas éduquées, simplement parce qu'on veut remplir un certain quota. Non, moi je voudrais voir des femmes compétentes à ces places-là, parce qu'il y a un test, hommes et femmes ont passé ce test-là, et on a pris la personne la plus compétente. Madame Anomaye Clarisse, nous sommes liés par le temps. Le débat est très beau, mais
nous allons pouvoir nous arrêter. Peut-être vous allez nous proposer la lecture d'un extrait de Prisonnière. La page 29, troisième paragraphe. Ok. J'étais assise pendant près de 2 heures avec le pain en main en pleurant. J'entendais les cris de mes enfants, mais je ne pouvais pas bouger car j'avais l'impression d'être paralysée. Les voisines étaient venues chercher mes enfants pour les éloigner de cette scène lamentable. J'ai repris mes esprits autour de 19 heures. Cette nuit-là, ma soeur avait décidé de garder les enfants chez elle car elle ne savait pas ce qui pourrait se passer. Je ne savais pas si c'était la complicité entre sœurs ou l'intuition de femme qui l'avait conduit à vouloir protéger mes enfants de cette nuit mémorable. Mon mari ne montrait aucune émotion face à mon désarroi. Comme tous les soirs depuis leur mariage, le couple sortait prendre un pot et s'enfermait juste après leur retour dans la chambre. Je les ai regardés jusque-là, impuissantes, me mépriser. Cette nuit-là, j'ai décidé que l'eau que je devais chauffer pour ma toilette devrait devenir l'arme qui devrait m'aider à me débarrasser de ces 2 bourreaux et de ma vengeance. Je pouvais dire que pendant 1 heure, j'avais arrêté de réfléchir. Je devais simplement faire mal aux 2 personnes qui prenaient plaisir à mon malheur. J'avais laissé l'eau bouillir à plus de 100 degrés. Je vérifiais que leur porte n'était pas fermée à clé. Je pris le seau d'eau et alla arroser les 2 amoureux en plein ébat sur leur lit. Je sortais et me réjouissais des cris de détresse qui alertaient les voisins qui accoururent. En 10 minutes, la cour était remplie de curieux qui étaient impuissants face à l'étendue des brûlures sur leur corps. Je me faisais prisonnière et me laissais attacher par une corde et conduite au poste de police de notre localité. C'est là donc le récit de l'acte de Nento. Qui a fait d'elle la prisonnière. Ok. Si les téléspectateurs veulent se procurer, est-ce que c'est disponible et c'est à quel prix? C'est à 3 000 francs. Jusque-là, ce n'est pas encore disponible à la librairie de la Source, mais c'est surtout à la librairie de la Source que je dépose souvent mes écrits. Donc d'ici fin septembre, ça sera disponible à la librairie de la Source. Merci beaucoup d'avoir accepté donc de répondre à nos questions. C'était un plaisir pour moi d'être toujours là avec vous. Vous serez toujours la bienvenue sur ce plateau. Merci à vous. Chers téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de ce numéro d'aujourd'hui. Je rappelle simplement que nous étions en compagnie de Nomai Clarisse. Elle est présidente de l'association des écrivains tchadiens. Elle vient donc de faire paraître un recueil de nouvelles intitulé Prisonnière. Merci à vous de nous avoir suivis et continuez à regarder les programmes de Télé Tchad. Au revoir.